Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Michel Lobé-Ouanet, je suis journaliste et rédacteur en chef au magazine Forbes Afrique. Je suis en ligne et en direct de Douala. Lutte contre la corruption, du rêve à la réalité avec un point d'interrogation. A bien une réalité qui revient chaque fois qu'on parle de développement économique et de bonne gouvernance en Afrique. Dans le cadre des WIA Talks, organisés tous les vendredis par Women in Africa, de WIA, nous allons aborder cette question aujourd'hui sous un prisme particulier, je dirais même inattendu. Très souvent, lorsqu'il s'agit de débats de corruption, on s'attend à des dénonciations, des procès d'intention, des citations d'extraits de rapports d'organismes aussi sérieux que Transparency International. On tape sur les odieux corrompus que sont les dirigeants, que seraient les dirigeants politiques et les fonctionnaires des administrations africaines. On vilipende les cyniques corrupteurs que seraient les multinationales, les grands groupes internationaux, les entreprises locales. Eh bien non, ce n'est pas dans cette direction que nous allons nous orienter aujourd'hui, mais plutôt nous allons nous demander comment est-il possible de faire reculer la corruption à laquelle sont confrontés les acteurs économiques sur le continent. Avec moi pour débattre de ce thème que lui a choisi, 3 personnes qui sont précisément engagées dans un combat anticorruption assez spécial à travers une approche et des techniques inattendues que nous allons découvrir au cours de cette présidente et fondatrice du groupe Acte International, une entreprise de services qui opère notamment dans le transport, la logistique, la distribution internationale et qui s'est fortement impliquée dans la prévention de la corruption internationale. Anne Laurent est en direct du côté de Grenoble. Bonjour Anne. Bonjour Michel. Bonjour. Alors pour vous introduire, dites-nous en quelques mots un peu plus sur votre profil et sur votre groupe Acte International. Alors, Acte International, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 25 ans. Donc, je suis moi-même une femme entrepreneur. C'est une des raisons pour lesquelles je témoigne aujourd'hui. Et effectivement, mon entreprise travaille sur tout ce qui est accompagnement à l'international, vendre et acheter dans le monde entier depuis 25 ans. Et depuis les années 2000, donc ça fait maintenant 20 ans, nous avons orienté nos clients vers tout cet aspect responsabilité sociale de l'entreprise à l'international et donc notamment la prévention de la corruption dès lors que l'on travaille à l'international. Voilà, Acte accompagne la création de dispositifs de prévention de la corruption, elle prépare les entreprises à la certification et elle forme aussi les responsables de projet et les collaborateurs fonctions exposées. Alors, notre autre invité, toujours en ligne, mais lui, il est en Toscane, en Italie, et Philippe Montini. Philippe Montini est président du comité de certification de éthique intelligente, la première agence de certification anticorruption. En 1997, Philippe Montini a participé aux négociations de la Convention anticorruption de l'OCDE et il est co-rédacteur de la norme ISO 37001, on parlera de cette norme, qui est considérée comme la norme anticorruption. Bonjour, Bonjour Michel. Philippe. Eh bien, votre profil me donne envie de vous appeler Monsieur Anticorruption. Comment est née dans votre esprit l'idée d'une norme contre la corruption? Si seulement c'était vrai. Comment c'est né? C'est né il y a effectivement 25 ans. Quand j'ai commencé, j'étais à l'OCDE et j'ai vu les travaux sur le développement durable. Et j'ai vu la toute première conférence, la conférence de Rio. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la société civile qui demandait cette conférence. J'ai vu les entreprises y aller un petit peu à reculons, mais c'était difficile de ne pas y aller. Et puis tout doucement, j'ai vu cette idée de développement durable devenir une réalité parce qu'elle était poussée par la société civile. Et à peu près à ce moment-là, quand j'ai quitté l'OCDE, j'ai eu l'idée de travailler sur la corruption. Et notamment, à l'époque, je travaillais beaucoup au Bénin avec Abdoulaye Diotchané,
en 99 où nous avons écrit un livre. Et je me suis dit, eh bien, c'est la même chose. La corruption nous concerne tous, parce que nous en sommes tous des victimes, mais il y a une toute petite partie seulement de la population qui en bénéficie. Et si tous ensemble, nous travaillons à faire reculer la corruption, eh bien, nous sommes plus nombreux. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me lancer sur ce sujet. Et puis, tout spécialement, et notamment dans mes travaux sur le continent africain, je me suis dit, qu'est-ce que l'on peut faire pour donner un bon point, une reconnaissance aux entreprises qui ont décidé de ne pas rentrer dans un mécanisme corruptif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les distinguer des autres? Et c'est comme ça que j'ai créé le tout premier référentiel anticorruption vers les années 2003-2004, référentiel qui a très bien marché et qui est maintenant devenu la norme ISO 37001. Voilà. Merci. Enfin, sur ce plateau virtuel, depuis Abidjan, notre troisième panéliste, Moro Maxime Sokolo Kaku. Monsieur Sokolo Kaku est chef du département management et système au sein de GS2E, qui est une filiale de la compagnie ivoirienne d'électricité, CEI, et de la CDC. Et il est dans cette structure président du comité d'éthique et référent anticorruption de GS2E, tout un programme. Bonjour Maxime Sokolo Kaku. Bonjour Abidjan. Merci. Alors, déjà, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur GS2E, mais aussi et surtout comment vous, ingénieur énergéticien, êtes devenu le référent anti-corruption de votre entreprise? D'accord, donc merci Michel de me passer la parole. Donc Maxime Sokolo, comme tu l'as dit, ingénieur de formation et chef du département management des systèmes au sein de GS2E. En fait, GS2E, c'est le groupement des services eau électricité, qui est une filiale des sociétés CIE et SODECI. CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, et SODECI, la compagnie de distribution d'eau en Côte d'Ivoire. Donc, GS2E, en fait, regroupe toutes les activités, je dirais, qui sont communes à CIE et SODECI pour permettre justement à ces deux sociétés-là de se consacrer, de se concentrer sur leur corps de métier. Donc, nous, au niveau de GS2E, nous avons un peu tous les services communs, je dirais, aux deux sociétés et nous travaillons justement pour elles. Donc, notamment le service informatique, les assurances, le juridique, également le management des systèmes. Donc, par management des systèmes, il faut entendre tous les référentiels auxquels la société a souscrit et pour lesquels, justement, il y a une nécessité d'accompagnement. Je veux parler des référentiels comme la qualité, la 9001, la 14001 pour l'environnement, la 45001 pour la santé et la sécurité au travail, la 37001 pour l'anticorruption, la 26000 pour la RSE, et j'en passe. Donc, tout ce qui est référentiel, justement, de management, de gestion des systèmes, donc, nous permet justement d'accompagner les structures CIE et SODECI dans ces démarches-là. Voici un peu présenté de façon globale. Voilà, je disais que justement, vous êtes le référent anticorruption de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise a pensé à gérer ici, justement, d'avoir une politique contre la corruption, une stratégie contre la corruption. Et vous incarnez, on peut dire, dans l'entreprise, cette stratégie-là. Tout à fait. Donc, en fait, depuis 2016, justement, la société a décidé de s'engager vers une démarche éthique. Donc, il y a des valeurs éthiques qui ont été élaborées, qui ont été diffusées, qui ont été communiquées et qui font office de, je dirais, qui sont imprégnées même dans la culture de l'entreprise. Et donc, depuis l'année dernière, il y a eu cette volonté de la direction générale de s'orienter justement vers une certification conformément au référentiel, je dirais, ISO 37001. Et donc, pour ce faire, nous avons même sollicité Acte International pour nous accompagner. Donc, comme Anne le disait tout à l'heure, ils sont spécialisés également dans l'accompagnement des structures et la certification. Donc, depuis 2019, justement, nous travaillons avec Acte International dans le but, justement, d'aller vers cette certification, vers la 37001. Et donc, ce n'est que récemment, il y a à peine 4 mois, que j'ai été nommé, je dirais, référent anticorruption de GS2E et président du comité éthique, justement, pour piloter toute cette démarche-là au sein du GS2E.
Voilà. Et bien, le décor est planté. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. L'Afrique est pénalisée lorsqu'on évoque le climat des affaires, pénalisée par des appréciations du risque pays élevées, des appréciations du risque pays très élevées, des appréciations qui sont largement impactées par la corruption. Pas seulement la corruption, mais notamment la corruption. Le continent dégrade en même temps le risque de corruption des entreprises qui y opèrent, qui s'y implantent, qui tissent des liens commerciaux ou développent des marchés. Anne Le Roland, je me tourne vers vous, qui avez une connaissance, une expérience d'échange avec le continent à travers votre société Axe International, notamment dans l'export, comme on l'a dit également avec la société de Maxime. Quel impact cette corruption a-t-elle sur le business et sur les entreprises étrangères qui opèrent sur le continent? Alors, à la base, je pense qu'il y a une injustice que l'on travaille justement à corriger. Cette injustice, elle vient d'un risque pays et des risques pays qui sont donc aujourd'hui rattachés à des indices internationaux. Vous avez parlé de Transparency, il y a d'autres indicateurs comme Trace qui font une cartographie chaque année des risques pays. Et de fait, les entreprises qui se trouvent dans des pays qui sont, je vais dire, mal notés ou notés à haut risque, se retrouvent immédiatement dégradées dans leur image et dans leur fiabilité par rapport à d'autres entreprises ou par rapport à des donneurs d'ordre internationaux. Et ça se retrouve dans l'exercice dont Philippe pourra nous parler et que Maxime a fait. Quand on fait notre cartographie des risques de corruption, eh bien le premier indice qu'on va utiliser ou le premier risque qu'on va utiliser, c'est le risque pays. Et donc l'Afrique, majoritairement, a des notations qui sont rouges. On est dans le secteur à risque élevé. Et du coup, les entreprises derrière sont déjà pénalisées par ce niveau-là, alors qu'elles peuvent avoir d'excellentes pratiques. Et quelque part, le travail que l'on fait avec cet accompagnement à la certification, c'est de dire, OK, on est dans un environnement qui est peut-être pas favorable à la lutte contre la corruption, parce que pour l'instant, on est à cet état d'avancement. On a eu ça aussi en Europe à un moment donné. Donc, notre environnement n'est pas favorable, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut rien faire. On n'est pas tout seul capable de supprimer la corruption. Par contre, en tant qu'entreprise déjà, dans notre cadre, on peut la prévenir, on peut la repousser, on peut la retarder. Et ensuite, par le travail, la certification peut l'aider, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la certification. Par le travail qu'on va faire avec d'autres entreprises, qu'on va encourager à notre tour à aller vers cette politique de prévention, eh bien, on va s'entourer d'entreprises qui vont nous protéger petit à petit parce qu'on partagera les mêmes valeurs. Et le travail que l'on fait en Afrique depuis 5 ans maintenant, il consiste en ça. Il n'est pas plus ambitieux. Il est de dire qu'il faut qu'il y ait quelques leaders qui se lancent. GS2E, par exemple, en fait partie. Dans plusieurs pays, il y a des gens qui se lancent. Et en se lançant, ils font savoir à d'autres qui eux-mêmes se disent et pourquoi pas nous, on irait. Et petit à petit, ils s'entourent de gens qui vont être de plus en plus des éléments protecteurs, un espèce de cercle vertueux des affaires. Alors, Philippe Montigny, je reviens vers vous, mais si certains renoncent à contribuer au changement de pratique, d'autres refusent par sa qualité, comme l'affirme Anne Roland, ils bâtissent et mettent en place, avec le soutien de leurs collaborateurs, de leurs partenaires, des dispositifs de prévention adaptés. C'est ce que vous faites avec la norme ISO 37002. Alors justement, c'est quoi précisément cette norme ISO 37001 qu'on appelle encore le système de management anticorruption? Alors, la norme ISO 37001, elle fait partie de la grande famille des normes de management, comme la norme 9001 sur la qualité, d'autres sur l'environnement, la sécurité, etc. C'est la même structure. Qu'est-ce que c'est qu'une norme de management et qu'est-ce que c'est qu'une norme de management appliquée à l'anticorruption? Une norme de management est une norme qui va s'assurer qu'on met en place dans l'entreprise un processus qui va prendre en compte la spécificité de l'entreprise, sa taille, son organisation, etc., et qui va mettre en place tout un système qui va viser une amélioration continue sur un cycle annuel, de telle sorte que tous les ans, l'organe de direction dise voilà l'objectif que nous nous étions fixés, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a bien marché, voilà ce qui mériterait d'être amélioré, et on recommence. Quand on applique ça à l'anticorruption, on met en place un dispositif qui va prendre exactement ce qu'évoquait Anne,
le risque de corruption, et vous n'allez pas avoir le même risque de corruption dans toutes les activités. Ça va se présenter de façon différente. Et par rapport à ce risque, la norme de management va dire, voilà, nous, direction, ce que l'on veut faire, voilà les processus qu'on veut mettre en œuvre, et on se donne rendez-vous dans un an pour voir ce qui a marché et ce qu'on peut améliorer. Tout ça pour dire qu'une entreprise qui revendique la norme 37001 est une entreprise qui s'est engagée dans la durée. Et vous le savez bien, résister à la corruption ou faire attention une fois sur une affaire, ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit une vraie culture d'entreprise qui soit sur la durée et qui, année après année, soit d'autant plus résistante. Voilà très rapidement, résumé, la norme 37001. Oui, on reviendra un peu en détail sur des exemples concrets. Un des exemples qu'on va peut-être découvrir, c'est celui que Maxime met en place dans son entreprise en Côte d'Ivoire. Maxime, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à la corruption, évidemment. Qu'est-ce qui a poussé les responsables de GS2E à s'engager dans la lutte et à mettre en place un dispositif contre la corruption? En fait, pour rebondir un peu sur ce que Philippe et Anne ont dit, c'est une volonté, comme on dit, c'est d'application volontaire, d'abord dans un premier temps. C'est d'application volontaire. C'est vrai qu'on évolue dans un contexte bien particulier, bien précis, mais quand on décide justement de s'engager dans ce genre vers ce genre de reconnaissance, justement, c'est démontrer justement la bonne gouvernance justement qu'on veut établir au sein de notre entreprise. Donc, le système de management anticorruption, pour nous, fait partie des valeurs de l'entreprise. Des valeurs au sein de CIE, des valeurs au sein de la SODECI et des valeurs également au sein de GS2E. Donc, nous voulons mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance qui nous permettent justement de gagner la confiance de nos membres, que sont la CIE et la SODECI, de nos partenaires commerciaux également, et justement faire en sorte que cette bonne gouvernance-là participe justement au développement de la culture d'entreprise. Faire en sorte qu'au niveau de l'entreprise, tous les employés cultivent ces bonnes pratiques en matière de gestion, en matière de conduite des affaires, en matière de relations avec les partenaires que nous avons au sein de la Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Voici un peu ce que je tenais à dire par rapport à ça. Je ne sais pas. Oui, oui. Et qu'est-ce que cette norme peut apporter précisément? Qu'est-ce que vous en attendez? Vous êtes en train de la mettre en place. Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans le processus justement de lutte contre la corruption? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? En fait, les normes, comme Philippe l'a dit, sont structurées de la même manière et ont une architecture qui est commune. Donc, ça nous donne, en fait, c'est des mécanismes que nous mettons en place justement pour garantir effectivement qu'au sein de l'entreprise, le système anticorruption est en place. L'objectif n'est pas forcément et nécessairement la certification. La certification, c'est vrai, c'est un objectif, mais beaucoup plus important pour nous, c'est justement cette culture-là qu'on veut mettre en place au sein de la société. Parce que quand on dit une société certifiée par rapport à la 37001, on ne dit pas à travers cette certification-là qu'on a zéro risque de corruption. Le risque de corruption demeure. Mais on dit que nous avons mis en place tous les mécanismes qu'il faut ou qui sont nécessaires pour minimiser justement ce risque de corruption-là, que ce soit de la société vers l'extérieur, que ce soit de l'extérieur vers la société. Et c'est également pour nous une reconnaissance à l'endroit de nos membres que sont la CIE et la SODECI. Comme je disais tantôt, GS2E a été créé par CIE et SODECI, donc les fonds et les ressources qui sont mis à notre disposition proviennent de CIE et de SODECI. Il est important pour nous de montrer et de démontrer que justement ces ressources-là sont utilisées à bon escient et de façon responsable pour justement garantir la pérennité de notre entreprise et également faire en sorte que justement on ait cette reconnaissance-là sur le long terme. Donc, voici un peu ce qui a guidé la direction à vouloir justement s'engager vers cette certification ISO 37001.
Je peux peut-être compléter, Michel, si vous voulez. Je peux compléter puisque Acte International a aussi demandé cette certification. Oui. Avant de la proposer et d'accompagner les entreprises, on se l'est appliqué à nous-mêmes parce qu'il fallait qu'on comprenne quels étaient les enjeux. Alors, c'était amusant parce que nous sommes une PME et il n'y a pas de PME dans notre secteur d'activité et de notre dimension qui jusque-là avait demandé cette certification. Et nous l'avons fait parce que nous n'avions pas d'autres certifications ISO, donc contrairement à l'entreprise de Maxime. Nous avions des pratiques, nous avions des bonnes pratiques, je dirais, mais qui étaient assez informelles. Et on s'est rendu compte d'ailleurs quand Philippe Montigny est venu faire une intervention chez nous, c'était en 2014 la première, pour nous dire ce qu'était le risque de corruption, que chacun comprenait ça de manière différente. Et que de ce fait, il y avait un risque que, ne comprenant pas ce qu'est un acte de corruption, eh bien que l'un d'entre nous se fasse piéger ou réalise une action qui n'était pas conforme aux valeurs de l'entreprise. Et la norme, elle nous a aidés à structurer cette démarche, puisque là, on est parti de rien, on n'avait pas de système de management. Et le résultat a été effectivement une appropriation par tous les collaborateurs. Et ça a surtout été un magnifique vecteur de communication vis-à-vis de l'extérieur, et notamment de grands groupes qui exigeaient des engagements sur ce plan-là, où Acte a pu dire, ben voilà, on a maintenant un système de management anticorruption qui est revu, réaudité. Donc c'est aussi, c'est vrai, au-delà de la volonté du dirigeant, c'est la capacité à pérenniser un engagement et à le faire durer, puisque Maxime l'a évoqué, et Philippe aussi, faire pour aujourd'hui, ça se fait, mais durer dans le temps et dans des contextes, parfois, regardez, on est dans un contexte économique qui est compliqué, post-Covid, avec des entreprises qui vont aller pas bien, avec une concurrence déloyale qui peut s'affûter. Et bien aujourd'hui, dans ce contexte, avoir cette certification, avoir ce système de management anticorruption, ça nous aide à ne pas faire de faux pas, ça nous aide à ne pas sortir aussi de notre ligne de mire. Et ça, je trouve ça très utile. Oui, Philippe, je voudrais vous demander, pour élargir un peu et avoir d'autres exemples que ce n'est pas qu'on a fait, vous nous expliquer comment la norme ISO 37001 fonctionne? Excusez-moi, Michel, je vous ai perdu au niveau de l'audio. D'ailleurs, dans le monde, dans les expériences que vous avez pu avoir dans d'autres parties du monde, qui pourraient comment la norme ISO 37001 fonctionne, Philippe, et dans le monde Alors, ah oui, oui. Non, j'ai des exemples qui pourraient… Je vais vous donner, merci Michel pour cette question, je vais vous donner deux exemples que j'ai trouvés très très frappants dans mon expérience de certificateur. Le premier exemple, c'est la filiale d'une société française qui opère en Russie. Ils ont décidé de se faire certifier il y a déjà de nombreuses années. Et puis, le PDG a changé. C'était un Russe. Un nouveau PDG est arrivé que je ne connaissais pas. Et il m'a téléphoné un jour. Il a dit, voilà, on va redemander la certification. Mais j'ai tenu à vous appeler pour vous dire pourquoi on veut recommencer le processus de certification. Parce qu'une certification est acquise en gros pour 3 ans. Et au bout de 3 ans, on refait un audit en profondeur. Il m'a dit, on a été certifié une première fois et nous avons inscrit le logo du certificat sur notre papier en tête, sur les cartes de visite des collaborateurs et des commerciaux, sur notre site, dans nos locaux. Et il m'a dit, et le résultat, c'est que les demandes de corruption, les sollicitations indues, l'extorsion a considérablement diminué. Autrement dit, la certification peut jouer un rôle de bouclier dans toutes les situations où l'entreprise est confrontée à une administration qui serait un peu gourmande et qui aurait envie d'utiliser une passation d'un marché, une relation en douane, un contrôle fiscal pour demander quelque chose. Donc la certification a un vrai rôle de défense. J'ai un autre exemple dans un autre pays africain et au Nigeria. Et là, il y a deux choses que je voudrais dire qui sont, à mon avis, très fortes. La filiale d'une entreprise française se fait certifier
Et là, ils avaient décidé, dans cette entreprise française, de demander à leurs différentes filiales de se faire certifier dans différents pays. Afrique du Sud, Maroc, Algérie, Nigeria, etc. Et le Nigeria était la dernière entité à se faire certifier. Et ils sont certifiés et ils m'invitent à venir pour présenter, je dirais, le résultat, etc., avec une conférence de presse. Au moment je dirais, à la fin, il y avait un petit cocktail et je vais voir le compliance officer, un Nigérian, et je lui dis, vous savez, à Paris, ils sont extrêmement heureux de savoir que vous avez réussi cette certification. Et il me dit, moi, je suis très content qu'il soit content à Paris. Mais si on s'est battu pour cette certification, c'est d'abord pour moi, c'est pour mon pays, c'est pour mes enfants. C'est-à-dire que si le siège nous donne les moyens de nous battre contre la corruption, moi, je le fais parce que c'est l'avenir de mon pays et c'est l'avenir de mes enfants. Et puis, en continuant la discussion, le directeur général de la filiale vient et dit, eh bien, depuis qu'on est certifié, vous avez été certifié quelques mois, il me dit, on a un nombre croissant de commandes avec des partenaires. Pourquoi? Parce que quand vous faites des affaires avec quelqu'un, vous avez envie de pouvoir vous assurer que ce partenaire est un partenaire intègre. Et donc, en fait, il a fait un lien aussi entre la certification et le fait d'offrir une relation de business en toute sécurité. Et je crois que ces trois anecdotes sont très significatives de la valeur ajoutée de la certification et tout spécialement dans des pays qui, sur le sujet, peuvent avoir une gouvernance, je dirais, un peu laxiste qui laisse la place à beaucoup de pratiques corruptives. Voilà, alors je ne sais pas si Michel nous voit, parce que j'ai l'impression qu'il a disparu de nos… C'est pas grave, il va revenir, on va reprendre. Alors, moi, je vais prendre le relais de Michel temporairement. Philippe, il y a une question qu'on nous pose très souvent, et puis on demandera son avis à Maxime aussi. Là, on intervient pour le réseau Women in Africa. Nous travaillons d'ailleurs avec ce réseau pour justement accompagner les femmes entrepreneurs africaines quand elles créent leurs entreprises, dès la création, mettre les graines, je dirais semer les graines d'une politique anticorruption, même si ça ne s'appelle pas comme ça au démarrage, peu importe. En tout cas, de planter les racines d'une volonté anticorruption. Et donc, Women in Africa dit, est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont moins corruptibles que les hommes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit ou pas qu'à position égale, un homme serait plus corruptible qu'une femme? C'est une question qu'on nous pose tout le temps dans le contexte du réseau Women in Africa. Alors, un élément de réponse, plutôt deux éléments de réponse. Le premier, la corruption est quelque chose qui est lié au pouvoir. Il y a d'un côté le pouvoir politique ou administratif qui va monnayer sa capacité de décision. Et puis, il y a le pouvoir économique avec des dirigeants d'entreprise qui vont aussi chercher à monnayer leur capacité de décision pour obtenir un passe-droit. Donc, je pense que la corruption est intrinsèquement liée au pouvoir beaucoup plus qu'au genre. Hélas, quand on regarde autour de nous, une des premières présidentes, une des rares présidentes d'une république, en Corée, est en prison pour corruption. Une femme d'affaires qui était liée par son père, qui était président de l'Ouzbékistan, est en prison pour corruption. La directrice générale d'une banque de développement d'un pays d'Amérique centrale est en prison pour corruption. Donc, le fait d'être un homme ou une femme ne change rien à ça. Maintenant, il y a quelque chose qui est très nouveau. Il y a quelque chose qui est très nouveau, c'est que les femmes sont des nouveaux acteurs. Et dans un monde qui change, lorsqu'on a des nouveaux acteurs qui arrivent, et c'est aussi vrai pour des jeunes qui arrivent, qui ne sont pas pris dans les filets d'histoire ancienne, de corruption, elles peuvent peut-être à ce moment-là marquer le décor. Autrement dit, si une femme je dirais, est très consciente de l'importance de l'intégrité pour la conduite des affaires, mais aussi pour la santé démocratique de son pays, le jour où elle arrive dans un poste décisionnel, par exemple en entreprise, comme entrepreneur, eh bien, comme acteur nouveau, elle pourra afficher les cartes. Et elle pourra dire, ben voilà, quand on fait du business avec moi, avec mon entreprise, voilà les règles du jeu. Il est beaucoup plus facile d'imposer les règles du jeu quand on commence que quand on est dans une situation
où on avait des règles du jeu qui étaient, disons, pas intègres ou corrompues, et qu'on veut les changer. Donc, je crois qu'il y a un vrai avenir dès lors que des femmes accèdent à des postes de responsabilité en entreprise, dans les pays, enfin, au niveau politique et dans les administrations, pour que le décor change. Et moi, ça fait 20-25 ans, on ne l'a pas dit au début, mais j'ai présidé pendant 18 ans la commission anticorruption du Conseil français des investisseurs en Afrique. Et je peux vraiment dire qu'en 25 ans, sur ce sujet, l'Afrique a considérablement changé. On ne le voit pas dans les chiffres, mais la mentalité a considérablement changé. Avant, la corruption, on disait c'est comme le paludisme, c'est comme ça, il y en aura toujours en Afrique. Eh bien, aujourd'hui, plus personne ne dit ça, plus personne ne dit ça. Il y a encore beaucoup de corruption, certes, mais la mentalité a changé. Et donc, j'espère que les femmes entrepreneurs, merci Anne, ouvriront cette nouvelle voie. Maxime, vous en pensez quoi, vous qui êtes, alors bon, vous êtes en Côte d'Ivoire, au moins pour la Côte d'Ivoire, est-ce que, ne serait-ce que dans les équipes que vous formez, est-ce que vous sentez une sensibilité différente ou pas forcément? Dans un premier temps, déjà, je rejoins un peu l'intervention de Philippe dans son développement. Quand il parle de pouvoir de décision, quand il parle de pouvoir économique, pouvoir politique, je le rejoins un peu dans son argumentaire. Mais je me dis aussi qu'en matière de corruption, il y a, je dirais, il y a la personnalité même de l'individu, il y a les valeurs intrinsèques même de l'individu qui peuvent jouer plus ou moins en faveur de la corruption ou en faveur de quelque chose de beaucoup plus, je dirais, éthique. Et quand je regarde un peu dans l'environnement dans lequel nous évoluons, on va dire que ce n'est pas forcément très perceptible. Parce que justement, quand on regarde l'organisation, quand on regarde la manière dont les choses sont structurées, si je prends GS2E, en matière de positionnement, les femmes sont moins en avant que les hommes. Elles sont moins en avant que les hommes. On a beaucoup plus d'hommes en matière de postes de responsabilité que nous avons de femmes. Donc, il y a déjà cette disparité-là dont il faut tenir compte, contexte. Et de plus en plus, effectivement, on a ce côté émergent où, justement, on veut donner de la place à la femme, justement, de pouvoir s'exprimer. Effectivement, là encore, je rejoins Philippe quand il dit, dans un positionnement nouveau, où elle arrive en matière de, comment dirais-je là, de gestion, de gestion, elle peut justement marquer la différence avec ses règles et ses apports nouveaux. Alors que quand on est dans un environnement qui est déjà difficile, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir faire la différence. Donc, voici un peu le contexte dans lequel nous évoluons, qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément très perceptible quand on parle des femmes, comparé aux hommes, parce que justement, on a cette hiérarchisation qui fait que c'est les hommes qui sont beaucoup plus en avant que les femmes. En matière de poste de responsabilité, en matière de pouvoir de décision, en matière de pouvoir même politique, je dirais, c'est comme ça que moi je vois les choses en fait. Alors, pendant qu'on parlait, j'ai vu, moi, arriver quelques, peut-être vous avez vu les mêmes messages que moi, et notamment, il y avait une personne du Tchad qui disait chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe, et moi, j'ai beau être au pouvoir, depuis que je suis au pouvoir, je subis la corruption, et comment je fais pour lutter contre ça. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent quand on anime ces séminaires web ou ces conférences dans le cadre de Women in Africa, des femmes qui ont les pieds sur terre et qui sont sur le terrain en permanence et qui disent en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, même au moment où je veux créer mon entreprise, rien que dans la démarche de création d'entreprise, je dois déjà, si je ne donne rien à l'administration, pour avoir l'autorisation de démarrer mon activité, il faut que j'attende 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc elles reviennent vers nous toujours en disant mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, ne serait-ce que pour créer et démarrer cette entreprise et avoir l'autorisation de le faire. Alors peut-être, Philippe, je vais te redonner la parole. Est-ce que, parce que dans notre type d'intervention, c'était ISO 37001, rêve ou réalité pour l'Afrique? Parce que c'est souvent quelque chose qui nous est dit en disant mais une norme, c'est quelque chose qui est trop gros, qui est trop difficile, qui est trop compliqué. Nous, on est dans un contexte qui est différent et qui finalement est très exposé. Est-ce que tu peux nous dire, toi Philippe, dans la norme, sans parler de certification, dans la norme, qu'est-ce qui te paraît approprié et adapté au contexte africain que tu connais également et que tu pourrais partager avec les gens qui nous écoutent?
Oui, nous revoilà vraiment un petit souci de connexion nous a coupé. J'espère que vous m'entendez sur On vous entend. les différents. D'accord, vraiment désolé pour ces petits incidents. On va tout de même réembrayer. Et je rebondirais sur les derniers échanges que vous avez eus, mais pour élargir et revenir encore sur des exemples. Anne, est-ce que, par exemple, un pays comme la France, qui a beaucoup de relations, dont les entreprises ont beaucoup de relations avec l'Afrique, comment est-ce qu'elles avancent sur ce terrain-là en mettant en avant cette norme anticorruption? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu Michel, mais je vais essayer. Donc, la question, c'est pour les entreprises, les petites entreprises. Les entreprises. Oui, je parlais des entreprises françaises qui conversent beaucoup, qui ont beaucoup de relations avec l'Afrique, et comment elles avancent justement avec ce processus-là sur le continent. Alors, curieusement, il y a deux manières. Et deux manières intéressantes. Il y a la manière où le sujet est d'abord traité par la maison mère en Europe, ou qu'elle soit en France ou ailleurs. Et une fois que les dispositifs de prévention sont mis en place, la cartographie des risques faite pour la maison mère, eh bien, il y a un premier déploiement d'une politique anticorruption dans le reste des entités, notamment en Afrique. C'est quelque chose qui est utile et qui fonctionne, sous réserve que, au moment où ça arrive dans les entités en Afrique, on laisse la liberté à ces entités de faire à leur tour leur cartographie des risques et de choisir des dispositifs de prévention qui sont appropriés à leur contexte et à leur activité. La deuxième façon de faire, que j'ai vue dans plusieurs clients avec lesquels nous avons travaillé, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que ces entreprises maison mères ont demandé quels étaient les dirigeants de leurs filiales qui souhaitaient être quelque part les sites pilotes sur ces initiatives de développement de dispositifs de prévention anticorruption ou d'aller jusqu'à la certification ISO 37001. Elles ont donné la main à ces sites pilotes en disant vous y allez, vous faites le processus complet, vous allez jusqu'à la certification et on partira de vous pour ensuite, comme vous êtes des sites pilotes, vous partagerez avec les autres entités du continent africain et on fera en dernier notre partie maison mère, puisque d'une certaine manière, les maisons mères sont déjà soumises à la loi Sapin 2 ou au FCPA ou UK Bribery Act. Mais c'est une autre façon de faire et que je trouve extrêmement intéressante et de plus en plus d'entreprises internationales le font en disant qui des dirigeants de nos filiales est volontaire pour aller sur ce projet-là, site pilote, partage d'expérience, dispositifs de prévention partagés, adaptés ensuite dans les différents pays et puis après ça remonte au niveau de la maison mère. Donc deux façons de faire différentes. Oui, j'ai une question d'auditeur. On va essayer de remonter cette question. C'est Gabriel Gamenet. Il pose la question suivante. Pourquoi la prévention de la corruption ne marche pas vraiment en Afrique? Pourtant, elle serait moins coûteuse, d'après lui, que la détection. Qui peut répondre à la question? Maxime, vous voulez sur ça, pourquoi la prévention, elle ne marche pas? Est-ce que selon vous, la prévention, ça ne marche pas dans votre expérience déjà? Oui. Je peux peut-être m'essayer. Oui, d'accord. En fait, je pense, Anne l'a dit au début, il y a des notations qui sont faites de façon, je dirais, mondiale, et l'Afrique, en termes de notation, est, je dirais, mal classée par rapport justement au système anticorruption qui existe. Donc, Transparency and Trace. Donc, quand ils font leurs évaluations et leurs notations, l'Afrique est effectivement mal positionnée. Je pense, au niveau gouvernance, quand je dis gouvernance des pays, je pense que c'est là que se trouve la clé. Si effectivement les mécanismes au sein des pays, au sein des institutions, ne sont pas clairement établis, ne sont pas clairement communiqués et ne sont pas appliqués, je pense qu'effectivement, le risque sera beaucoup plus élevé justement dans nos pays. Je regarde un peu l'environnement dans lequel nous évoluons, quand je prends GS2E. Bon, je dirais,
de par notre structure, on a un peu de chance parce que nous travaillons directement pour CIU et pour SODECI. Donc, on n'est pas forcément en front line avec, je dirais, les fournisseurs, etc. Mais de façon globale, quand on regarde l'environnement dans lequel nous évoluons, il est difficile, dans le contexte dans lequel nous évoluons là, d'échapper à la corruption. Parce que justement, dans nos pays, malheureusement, c'est devenu une règle de fonctionnement, c'est devenu un mode de fonctionnement qui fait que quand tu veux faire différemment, tu es mis de côté et tu es écarté. Mais il est important quand même de jouer le jeu. Quand je dis jouer le jeu, c'est d'afficher justement cette volonté-là de vouloir faire changer les choses, de vouloir faire évoluer les choses. Donc, communiquer, que ce soit en interne, communiquer en interne, et en externe également, communiquer avec nos partenaires commerciaux. Faire en sorte que justement, il y ait cette transparence-là, il y ait cette communication-là dans les deux sens qui se fassent, de sorte à ce que justement, les partenaires commerciaux avec qui nous avons des relations puissent savoir que justement, ces pratiques-là ne sont pas admises au sein de notre entreprise. On parlait tantôt de pérennité, on parlait tantôt de bonne gouvernance, on parlait tantôt de valeur d'entreprise. Ça commence d'abord en interne, avec notre personnel, faire en sorte que ça fasse partie de la culture d'entreprise et ensuite se tourner vers l'extérieur pour justement inculquer ça. Il faut bien commencer quelque part. Si on reste à dire c'est le contexte dans lequel nous évoluons et ça ne peut pas changer, c'est sûr et certain que les choses ne changeront pas. Donc, il faut pouvoir justement insuffler, être les moteurs, être les ambassadeurs justement de cette culture anticorruption-là, de sorte à ce que de façon progressive, ça puisse toucher notre environnement dans lequel nous évoluons. Voici un peu ce que je peux justement dire par rapport à ça. Et je me dis, ce n'est pas une fatalité, que de dire je suis dans un environnement qui est difficile, donc je me soumets à l'environnement, mais il y a aussi la volonté de vouloir faire évoluer les choses, faire changer les choses qui feront que justement demain, en matière d'image, en matière de notoriété, les choses seront meilleures pour nos pays africains. Oui, alors je voulais aussi parler de ce que face à la concurrence, est-ce que c'est pas défavorable, ça peut pas être un avantage ou un désavantage compétitif si vous imposez des règles et alors que vos concurrents font feu de tout bois, ça peut être un problème. En l'état actuel des choses, je dirais, l'environnement dans lequel nous sommes, quand je pense CIU et SODECI, on va dire pour l'instant, on a un léger avantage par rapport à la concurrence. Parce que comme c'est des sociétés, je dirais, à monopole, donc sur ces secteurs d'activité, en matière de concurrence, pour l'instant, il n'y en a pas. Même si le marché est ouvert à la concurrence. Donc, c'est dire que demain, il n'est pas exclu que nous ayons d'autres opérateurs qui viennent exercer dans ce domaine d'activité-là. Donc, pour l'instant, je dirais, c'est moins perceptible ou bien ça a un impact beaucoup plus négligeable sur nous. N'empêche qu'il faut que les dispositions soient prises dès maintenant pour éviter que lorsque d'autres partenaires dans ces secteurs d'activité-là viendront intégrer le marché, les règles soient clairement établies, les dispositifs soient clairement mis en place, de sorte à limiter au maximum l'impact négatif que ça peut avoir sur nous. Quand je prends GS2E, la chance que nous avons, c'est que comme nos partenaires ou nos clients principaux sont CIU et SODECI, en termes de concurrence, il n'y en a pas. Donc, on est un peu comme, je dirais, des partenaires exclusifs pour la CIU et la SODECI pour les périmètres d'action qu'ils nous ont confiés. N'empêche que comme les moyens sont mis à notre disposition, il y a la volonté également à notre niveau de faire en sorte que ces moyens-là soient gérés de façon responsable et de façon optimale pour justement maintenir cette confiance que CIU et SODECI ont placée en nous. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Donc, la concurrence aujourd'hui n'est pas forcément très, je dirais, évidente dans les activités que nous menons, parce que nous avons une position plus ou moins de monopole, mais il n'est pas exclu que demain, on soit confronté justement à ce problème-là. Par contre, ce que je peux ajouter très rapidement sur ce sujet, il y a quand même certains travaux, il y a certaines activités qui sont du ressort de l'État, et l'État a la possibilité de donner à qui elle veut ces marchés-là.
la CIO, la SODECI peuvent justement soumissionner et répondre justement à ces offres-là pour pouvoir réaliser ces travaux. Mais à ce niveau, nous faisons en sorte justement de présenter les meilleures offres possibles pour que l'État puisse juger de façon responsable, de façon, je dirais, souveraine, à qui justement attribuer ces travaux-là. Oui, alors Philippe, pour revenir un peu sur l'environnement, un environnement différent de l'Afrique, est-ce que justement votre norme est un avantage compétitif pour les entreprises qui les exploitent, qui l'utilisent? Alors, je pense que c'est effectivement à terme un avantage compétitif, même si j'ai bien conscience qu'au début, une entreprise peut se retrouver isolée à cause de ses engagements. Et tout l'enjeu de cette norme, si on la lit en détail, c'est de demander à une entreprise de s'assurer que les gens avec qui elle travaille, ses partenaires, ses fournisseurs, ont des engagements qui sont proches des engagements qu'elle prend. L'idée, c'est de créer un cluster d'entreprises qui ont la volonté de travailler de façon intègre. Et l'idée, c'est de se dire aussi que l'union fait la force. Sur cette question d'anticorruption, si vous êtes seul et isolé, c'est extrêmement difficile. Moi, ce que je trouve de nouveau en Afrique, c'est que les gens acceptent de dire ben, « moi, ce qui se passe ne me convient pas ». Il y a 20 ans, les gens disaient ben, « c'est comme ça et ça ne changera pas ». Aujourd'hui, quand j'entends Maxime qui parle des engagements de son entreprise, je sais que ça fait écho à ce qu'on va entendre à la CIE, ce qu'on va entendre dans d'autres entreprises africaines que je connais. Et tout doucement, on voit des acteurs qui se dressent. Et ces acteurs, eh bien, ils vont vouloir aussi faire du business ensemble. Et quand on fait du business de façon intègre, eh bien, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, toute l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut arriver à valoriser l'investissement en matière d'anticorruption. Je sais aussi que, par exemple, des grands groupes internationaux, européens, américains, qui ont eu des condamnations très sévères dans leur pays pour des actes de corruption, notamment en Afrique, lorsqu'ils opèrent en Afrique, ont besoin de s'appuyer sur des fournisseurs, par exemple en logistique, avec lesquels ils ont, je dirais, la certitude que ce fournisseur va respecter ses règles d'intégrité. Alors oui, tout doucement, cette norme devient un facteur de compétitivité. Oui, alors nous avons une deuxième question qui vient d'un internaute, mais c'est apparemment la même personne, c'est Gabriel Gamené. Alors, sa question, le système de gouvernance politique n'est-il pas le frein majeur à la lutte contre la corruption en Afrique, sachant qu'en termes de mesures disciplinaires, nous ne voyons pas réellement l'impact dans les pays. En France, par exemple, nous voyons l'impact de la FARE. La FARE, je pense, c'est une institution qui va longtemps. La question est un peu plus large que notre débat, mais qu'en pensez-vous Anne, par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire de… Alors, je dis toujours que le travail que l'on mène, il n'est pas de supprimer la corruption. Ça va prendre un temps qu'on ne maîtrise pas. On ne sera probablement plus là, les trois que vous nous entendez aujourd'hui, dans un monde où il n'y aurait plus de corruption, voire ça n'arrivera jamais. En revanche, je ne suis pas d'accord, et Maxime l'a dit à sa manière, je ne suis pas d'accord devant le fait que quel que soit le contexte dans lequel on est, on ne puisse pas agir. Mais le agir, il est dans le périmètre que l'on peut. Et ce que j'ai bien aimé dans ce qu'il a dit, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, même manager, je travaille avec d'autres personnes. Et si moi, je prends le temps déjà de sensibiliser ces personnes, de leur expliquer, de partager des valeurs pour faire en sorte que, au moins dans mon contexte d'entreprise, ces personnes-là aient compris que la façon dont on va travailler, ne serait-ce qu'entre nous déjà, va respecter un certain nombre de ces valeurs, eh bien, j'ai semé ma graine. J'ai semé ma graine et j'ai fait mon travail de commencer à travailler sur la prévention. La norme ISO 37001, ce n'est pas une norme qui garantit qu'il n'y a pas de corruption. C'est pour ça que pour moi, elle est adaptable n'importe où. C'est une norme qui dit que vous devez travailler à prévenir. Et je le redis, prévenir, c'est quoi? C'est retarder, repousser, réduire l'exposition déjà de mon environnement, de mes collaborateurs, de mon entreprise à la corruption.
Après, je suis confrontée à tout un tas de sollicitations, je suis confrontée à des contraintes de marché qui font que je vais peut-être devoir rentrer dans un système, mais n'empêche que ce travail de prévention, dans tous les cas, il est possible. Je vais donner un exemple qui s'est passé quand on a travaillé avec l'équipe de Maxime. Ils ont souhaité faire une Ethics Day. Donc, chaque année, ils font un événement autour de l'éthique. Et ce jour-là, il y avait un sujet particulier sur la prévention de la corruption. Et donc, ils ont expliqué dans quoi l'entreprise s'était engagée. Il y a un jeune homme qui travaille sur le terrain, donc qui est en contact avec les clients au quotidien, et qui a dit, moi, j'ai bien compris les valeurs de l'entreprise, mais tous les jours, je suis sollicité pour de la corruption. C'est-à-dire, tous les jours, on me propose de l'argent en échange de quelque chose que je ne devrais pas donner. Eh bien, son propos, c'était de dire, faites en sorte que je ne sois plus exposé à ça, parce que je suis d'accord sur le partage des valeurs, mais comment je fais au quotidien? Et ça, c'est là, quand on est là, on touche au vrai sujet, où vos collaborateurs, ils ont compris, ils partagent les valeurs, et après, ils vous disent, maintenant, il faut me trouver une solution. Et ça va prendre du temps. OK, mais au moins, on est d'accord sur le fait que ça va prendre du temps et on va avancer ensemble. Donc, c'est vrai que c'est une question d'optimisme aussi, mais force est de constater depuis toutes ces années où on a travaillé sur ce sujet qu'il y a des banques centrales qui sont allées sur de la certification, donc dans le secteur financier. Il y a de plus en plus de bailleurs de fonds, il y a de plus en plus de grands groupes quand ils choisissent des fournisseurs. Nous-mêmes, des entreprises comme celle de Maxime ou d'autres au Maroc, au Sénégal qu'on a accompagnées, choisissent des partenaires aussi avec ces critères-là. Donc petit à petit, ces choses, elles bougent. Si plusieurs bougent en même temps, on va quand même faire bouger. Les corrupteurs vont être plus embêtés, ça va être plus difficile. Et déjà, on aura gagné. Oui, oui, alors c'est intéressant ce point que vous développez. Et ça me fait penser que vous faites aussi de la formation. Et ça me fait penser qu'il y a une culture de valeurs éthiques qu'il faut développer. Et comment vous sentez, lorsque vous êtes en formation en Afrique, ici, vous avez des exemples, comment vous sentez que ça passe, est-ce que ça passe, est-ce que c'est difficile, quels sont les problèmes ou les défis qu'il faut affronter sur ce terrain-là? Les défis les plus réguliers, c'est ceux du quotidien. C'est-à-dire que quelque part, je dirais presque en tout cas, alors, je vais témoigner par rapport aux entreprises publiques ou entreprises privées. Nous travaillons principalement avec les entreprises. Dans les entreprises, l'enjeu, il est dans le quotidien. C'est-à-dire que la corruption réalisée par le management, etc., celle-ci, Philippe pourrait en parler mieux que moi, elle est quelque part la plus facile à identifier, elle n'est peut-être pas la plus facile à changer, mais c'est celle qui est la plus exposée, en tout cas aujourd'hui, en termes de poursuites judiciaires et d'amendes. La petite corruption, la sollicitation de tous les jours, celui que le collaborateur subit en tant que citoyen, elle est beaucoup plus difficile. Et finalement, le défi, il est là. Il est d'arriver à dire entre ce qu'on engage pour l'entreprise et le quotidien de nos collaborateurs, soit dans l'entreprise, soit en dehors, comment ça se joue. Et là, il faut être sacrément inventif. Mais il n'y a pas, pour le coup, là, la norme ne donne pas de réponse. La norme, elle dit, vous devez choisir vos dispositifs de prévention. Et c'est ça que moi j'aime bien dans cette norme, c'est qu'elle ne va pas venir discuter le fait que le dispositif que vous avez choisi, s'il correspond à votre réalité, elle ne va pas venir vous dire faites autrement. Si vous pouvez prouver que ça a permis de protéger les collaborateurs, ça a permis de choisir des bons fournisseurs, ça a permis que dans une construction immobilière, le budget qui devait être consacré au ciment, il est bien passé dans les ciments et pas ailleurs. Vous voyez, on a finalement une grande marge de manœuvre qui est très intéressante dans cette norme et qui fait que c'est accessible. Mais les défis en formation, c'est souvent le plus difficile, c'est moi, ça ne peut pas m'arriver parce qu'on ne peut pas me corrompre. Et là, il faut qu'on travaille la matière humaine parce qu'on dit si, tout le monde peut se faire piéger, c'est possible. Le corrupteur, il est inventif. Et le deuxième frein, c'est celui qui dit on n'y arrivera jamais, de toute façon, tout le monde est corrompu. Donc, vous voyez, on a le déni et le tabou. Et ce sont nos deux ennemis quand on travaille en formation, ceux qui sont dans le déni et ceux qui sont dans le tabou qui ne veulent pas en parler. Il faut qu'on arrive dans le partage, dans l'échange, à faire tomber ça et à se dire que c'est ni un déni ni un tabou, c'est quelque chose à partager. Alors, Maxime, j'imagine que vous êtes en plein et que vous faites ça, encore que votre entreprise est un peu, je veux dire, mieux encadrée. Mais comment justement vous sentez vos collaborateurs évoluer
dans ce processus-là de lutte anticorruption? Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que justement il y a des obstacles? J'imagine qu'il y en a. Si j'ai bien compris la question, c'est comment est-ce qu'au sein de mon entreprise, nous gérons, je dirais, les valeurs éthiques avec l'ensemble Oui, les du valeurs. personnel. Comment vos collaborateurs, vos collègues perçoivent ça et comment ça avance? Est-ce que pour eux, c'est difficile de s'adapter? Il faut dire que tout changement a son lot de résistance. Tout changement a son lot de résistance en ce sens que, au début, les gens ont tendance à croire que c'est une fatalité et que rien ne peut changer et que ça ne peut être que comme ça. Donc, nous avons procédé par étapes au niveau de GS2E. Nous avons procédé par étapes. C'est pour ça que je disais tantôt, depuis 2016, nous nous sommes engagés dans une démarche éthique. Donc, c'est par là que nous avons commencé dans un premier temps avec la définition d'une dizaine de valeurs que nous avions parlé, la charte éthique justement de l'entreprise, GS2E. Donc, il y a l'intégrité, il y a le service, il y a l'écoute, il y a le professionnalisme, il y a la responsabilité, il y a l'intégrité, la transparence, le respect des personnes, le mérite, etc. Donc, c'est des valeurs que nous avons depuis déjà 2016 commencé à inculquer à l'ensemble de notre personnel. Et ce que nous faisons aussi de façon régulière, c'est justement des sensibilisations au niveau de chaque département, au niveau de chaque entité, chaque mois sur ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, aujourd'hui, depuis de 2016 à maintenant, c'est des valeurs qui sont partagées au sein de l'entreprise. Et donc, quand on a franchi cette étape, on a estimé que le moment était venu justement d'aller à l'étape suivante, qui est justement d'aller vers cette démarche anticorruption. Comme on l'a dit, aller vers une démarche anticorruption, ce n'est pas dire qu'on va supprimer la corruption de façon définitive, mais c'est des mécanismes que nous mettons en place justement pour minimiser au maximum l'impact que ça peut avoir sur notre activité. Donc, ça fait partie des valeurs également que nous avons commencé à inculquer à l'ensemble de notre personnel. Première étape, la formation. Enfin, l'identification d'abord des fonctions exposées. Donc, fonctions exposées, fonctions moyennement exposées, fonctions à faible exposition. Donc, les fonctions qui sont fortement exposées, comment est-ce que nous allons les accompagner justement dans ce dispositif d'anticorruption-là pour éviter au maximum que ces fonctions-là ne fassent l'objet de corruption? Donc, il y a la sensibilisation, il y a la formation de ces personnes-là, justement, qui est prévue pour, justement, les amener à intégrer ça dans leur quotidien. Deuxième étape, c'est la cartographie même des risques. En fait, j'ai inversé un peu les choses. D'abord, c'est la cartographie des risques de corruption au sein des différentes entités. Et la seconde étape, c'est justement la formation et la sensibilisation des personnes, justement, face à ces risques de corruption-là. Donc, voici un peu les différents mécanismes que nous avons décidé avec Acte International de mettre en place pour justement accompagner nos collaborateurs vers cette démarche anticorruption. Les choses ne changeront pas comme ça du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va nécessiter du temps. Et quand on a commencé, on s'engage sur l'avenir. On ne s'engage pas pour aujourd'hui, mais on s'engage sur l'avenir. Faire en sorte qu'avec le temps, ces dispositifs-là fassent partie de la culture d'entreprise, fassent partie des bonnes pratiques de gouvernance au sein de l'entreprise. Dieu merci, c'est quelque chose qui a été, je dirais, accepté et bien accueilli par l'ensemble des collaborateurs parce que justement, ils se prêtent à l'exercice, ils se prêtent au jeu et Anne pourra le témoigner. En matière de mise en place ou de mise en œuvre justement des dispositifs qu'il y a à mettre en œuvre, il y a cette participation, je dirais, active des collaborateurs eux-mêmes dans l'établissement de tout ce qu'il y a à mettre en place. Alors, une question qui nous vient de Aude Dessus, qui est une question importante parce qu'elle concerne l'attitude des femmes. Les femmes sont-elles, sur cette question de la corruption, plus dans le déni que dans les tabous? Est-ce que vous voyez une différence dans les comportements? J'ai envie de poser la question d'avoir Anne de Roland, mais tout le monde est peut-être Maxime qui est sur le terrain peut encore mieux nous éclairer là-dessus. Anne, qu'est-ce que vous en pensez? Michel, ce que je peux juste vous dire, c'est quand vous étiez déconnecté, c'est une question qu'on a traitée et qui a été longuement abordée par Philippe et commentée par Maxime. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on retraite la question. On avait profité que vous étiez absent pour traiter cette question-là. On ne savait pas qu'elle allait être posée, donc je l'ai posée à Philippe. Oui, d'accord. D'accord.
Non, non, donc on considère qu'elle a été abordée et on arrive pratiquement à l'heure de, et je dirais à la fin. L'échange a été bien riche. Je vous remercie tous pour avoir accordé votre temps au WIA pour ce débat fort intéressant. Merci Anne Le Laurent. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice du groupe Axe International. Merci Philippe Montigny, qui est président du comité de certification éthique et intelligence. C'est la première agence de certification anticorruption. Merci aussi à Moro Maxime Sokolo, qui est chef du département management des systèmes au sein du GSE2, une filiale de la compagnie ivoirienne d'électricité et de celui-ci en Côte d'Ivoire. Maxime était en ligne d'Abidjan. Nous remercions infiniment le WIA. Est-ce que je peux dire un dernier mot, Michel, justement pour terminer sur WIA? Donc, et De Thuin en est l'initiatrice. Il a été lancé donc un programme de travail sur la prévention de la corruption avec le réseau Women in Africa. D'abord, WIA Initiative est déjà en train de travailler sur sa propre cartographie des risques et sur sa propre politique anticorruption, puisqu'elle peut s'appliquer à elle-même ce qu'elle va diffuser. Et nous sommes donc en partenariat pour trouver des ambassadrices dans le cadre du réseau WIA qui souhaiteraient être épaulées et formées par nous pour supporter dans leur pays des femmes qui créent, entrepreneurs et qui pourraient à leur tour être un peu leader sur ce sujet malgré toutes les difficultés. Et l'objectif de l'initiative de WIA n'est pas de venir plaquer la norme ISO à WIA. Au contraire, c'est de dire, mettons en commun notre expérience. On a vu, il y a eu beaucoup pendant qu'on parlait, on a vu beaucoup de participantes qui disaient, mais moi je suis dans tel pays et de la corruption, il y en a de partout. Et moi je suis dans tel pays à partir du moment où j'ai créé une entreprise, j'ai été exposée. Donc on est bien lucide sur la teneur du travail qu'il y a réalisé. En revanche, comme on l'a tous dit, Philippe, Maxime, vous et moi, on est surtout preneurs de travailler ensemble sur ce sujet-là. Donc, Women in Africa, c'est aussi un réseau de femmes qui est capable d'avancer sur ce sujet, même si c'est difficile, et de trouver son point de passage. Donc, voilà, merci à Women in Africa d'avoir aussi pris cette initiative de ce support. Oui, merci infiniment à WIA. Merci à Aude de Frine, qui est la présidente de WIA, de Women in Africa, qui a des idées extrêmement révolutionnaires pour faire bouger les choses. C'était en été 20. Merci à trois. À Geoffrey Chapuis, qui m'a aidé, comme chaque fois, à préparer ce programme. Et à tous les internautes, tous ceux qui se sont joints à nous pour échanger ce thème enrichissant, ce thème excitant. Merci encore une fois. Prenez soin de Michel. vous. Et au prochain WIA Talk, c'est vendredi. Merci, bon week-end. Merci à tous et bon week-end à tous. Merci Michel. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao.